Bonjour, aujourd'hui nous recevons le président de l'association Bridge the Gap qui prône la diversité et des ponts entre la France et l'Afrique. Bonjour Alain Moulaine, bienvenue. Bonjour Myriam, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous avez fondé Bridge the Gap, qui est une association en loi 1901, qui prône l'entraide entre la France et l'Afrique et la diversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Alors, Bridge the Gap a été fondé en 2003, ça fait donc 21 ans maintenant, c'est pas... Ça date pas d'hier. Oui, ça fait déjà un moment. Ça a été fondé avec l'idée, c'était une vision au départ, l'idée c'était de créer des cadres d'interaction pour favoriser le dialogue des cultures, le croisement des cultures. L'idée c'était de participer à l'idée que il y a plus de tolérance entre les gens, entre les peuples, quand ils se connaissent. Donc, il fallait donc créer les cadres pour permettre aux gens de se rencontrer. Dans l'idée, justement, de générer ces croisements, ces différents croisements, et parvenir à la tolérance, au partage, à la solidarité, à la paix dans le monde. Voilà, c'était ça. Comment vous mettez en place des actions concrètes au départ? Ça a commencé par quoi? Bon, alors, une fois qu'on a cette idée, qu'on se dit on veut apporter sa contribution pour la paix, pour la tolérance dans le monde, etc., on se dit quels sont les moyens qu'il faut utiliser pour y parvenir. Et on y a réfléchi, on a pensé, d'ailleurs on n'est pas les seuls à le penser, que le meilleur moyen, en tout cas l'outil le plus efficace pour y parvenir, ça serait de choisir comme cheval de bataille l'éducation. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de tout ce qui pouvait être fait dans l'éducation, on a donc sélectionné, parce qu'en fait, les problématiques liées à l'éducation, il y en a des tonnes. Elles se posent dans tout le monde entier. En France y compris, naturellement, qui est un pays développé, mais encore plus dans le continent africain. Donc on s'est dit qu'on allait choisir quelques domaines dans l'éducation, et dès qu'on l'a fait, on a créé des programmes, divers programmes qui nous permettent aujourd'hui justement de mettre nos actions en œuvre. D'accord. Quels sont ces programmes? Voilà, les programmes, c'est l'alphabétisation, la lutte contre l'illettrisme. C'est aujourd'hui la lutte contre la fracture numérique, ce qu'on appelle encore l'électronisme. Et on va dire que c'est les deux principaux, les majeurs. Sachant qu'à côté de ça, comme je vous ai dit, on a ce but philosophique qui consiste à dire que si on crée des cadres qui favorisent les rencontres, ça nous permet de générer de la tolérance. Donc en fait, on a des programmes qui vont dans ce sens-là, qui ont vocation justement à permettre aux gens de se mettre ensemble. Et donc il y a des voyages d'immersion, il y a des événements qui permettent l'interaction sur des thèmes qui, de toute façon, sont toujours un petit peu autour de ce que nous défendons, des causes que nous portons, toujours en général autour de l'éducation. D'accord. Alors quels pays d'Afrique sont le relais avec plutôt des pays d'Afrique francophones? Vous œuvrez où exactement? Dans les écoles? Alors, francophone, non. Ça serait réducteur de dire qu'on voudrait s'arrêter aux pays francophones. Parce que, comme vous l'avez noté, Bridge the Gap, c'est déjà un nom qui est anglo-saxon. Voilà. Bien sûr. L'idée, c'était vraiment d'être quelque chose de très transversal, très mondial, voilà. C'est-à-dire ne pas se circonscrire à des pays francophones. Ça pourrait très bien être des pays lusophones, comme la Guinée équatoriale, l'Angola ou autres, ou des pays anglophones. Bon, il se trouve que on est en France et qu'on est francophone, donc c'est toujours plus facile dans un premier temps d'aller vers des pays francophones. Mais on n'a pas vraiment un objectif avec un nombre limité de pays. Ce qui est limité, c'est les moyens. Si on avait les moyens d'être, par exemple, dans tous les pays où le problème, le besoin se fait sentir, c'est-à-dire la France déjà, de toute façon on y est, mais si c'était possible d'être dans les 54 pays africains, on le ferait. Bon, donc on essaye en fonction de nos rencontres aussi, de l'intérêt que certains peuvent nous porter, etc. Nos actions sont orientées un petit peu en faveur des rencontres et des opportunités. Voilà. Donc au niveau des pays dans lesquels vous êtes implanté aujourd'hui, vous pouvez nous les citer? On va dire que on a
des bases sur à peu près une quinzaine de pays, avec des référents ou des ambassadeurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore, on va dire, on peut pas dire qu'on ait mené des actions dans tous ces pays-là. Mais l'idée, c'est d'y arriver. Parce que, encore une fois, quand on parle d'économie sociale et solidaire, etc., ce qui est le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est les moyens. Donc, je profiterai de cet espace justement pour faire appel encore à toutes les bonnes volontés pour dire que nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin du soutien de tout le monde pour parvenir à nos objectifs. Nous avons des objectifs hyper ambitieux, mais naturellement, les moyens doivent aller avec. Et pour cela, il faut qu'on ait du soutien de la part des entreprises, de la part des particuliers et même des institutions, pas seulement en France, mais aussi dans les pays de destination. D'accord. Pour lever des fonds et mettre des actions en place, je crois que vous organisez différentes actions, des événements, un gala annuel, vous avez pas mal de projets. Vous pouvez nous en parler? Alors les événements sont plus un levier de communication pour nous qu'un cadre pour collecter. Parce que, contrairement par exemple à l'esprit ou bien à l'esprit anglo-saxon, parce que les anglo-saxons ils vont dans les galas, dans les dîners de gala avec leur chéquier et leur carte bleue. On n'a pas encore ces réflexes ici. Espérons que ça va changer dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gens vont dans un gala de bienfaisance en sachant qu'ils vont aller faire un don. Chez les anglo-saxons, souvent ils ne savent pas combien, et c'est pour ça que il y a souvent un intérêt porté sur le choix du Master of Ceremony dans les galas anglo-saxons. Parce que plus il est bon, plus on collecte. Ça, c'est chez les anglo-saxons. Nous, on sait quelles sont les faiblesses à ce niveau et on choisit d'autres chemins pour essayer de collecter. Sachant donc que l'événement reste quand même très important au sein de Bridge de Gap puisque c'est le principal levier de communication. C'est celui qui nous permet de fédérer un maximum de monde autour des causes que nous portons. Donc, non seulement pour le public de manière générale, même quand ils ne sont pas présents, mais faire en sorte que communiquer avant, pendant et après l'événement nous permettent de fédérer du monde autour de nos actions. D'amener de la visibilité sur ce qu'il y ait que de vous la avez visibilité, créé. etc. Et pourquoi pas grossir les rangs en termes de membres, mais surtout avoir autour de nous des personnalités qui nous soutiennent. Et ça, on y parvient assez bien quand même, parce que nous sommes assez bien. Oh, je pourrais en citer beaucoup. Aujourd'hui, pour parler par exemple de quelqu'un qui est tout nouveau dans les instances en tant que parrain, c'est Harry Roselmack. Ça fait 3 mois seulement qu'on a pu le convaincre de soutenir ce que nous faisons. Mais à côté de ça, on a d'autres personnalités comme Lynn Renaud, comme Claude Chirac, comme Ramayad, comme Marie-Roger Bilois, comme Olga Johnson, comme Fabienne Diouf, comme enfin ils sont nombreux. Aussi bien des personnalités politiques que des acteurs, des acteurs du monde, de l'entreprise, des chanteurs, etc. Et qu'ils soient en France ou en Afrique, comme le président Onobiono, qui est un capitaine d'industrie, mathématicien et capitaine d'industrie. Et voilà. Donc je voudrais oublier personne, mais franchement je pense on a de la chance d'avoir toutes ces personnalités autour de nous. Vous avez su fédérer en 20 ans une belle communauté et ça fait que se développer. Exactement. Ce que vous êtes en train de nous expliquer. Exactement. Et puis j'ai aussi souvenir d'un calendrier de créateurs qui a été un grand succès. Oui, un grand succès, et on est en train de le remettre justement. Alors dans 2025 on va faire un nouveau calendrier pour 2025. On a été, on va dire, on avait suspendu à cause du Covid en 2020. Ah oui. Après, il y avait toute une équipe autour de ce projet, le calendrier. Chaque année, c'était les mêmes photographes, etc. Il y avait une belle équipe qui savait le faire. Et puis là, justement, on est en train de constituer une nouvelle équipe avec des photographes comme Mario Epagna, avec des personnes qui seront très impliquées dans la réalisation de ce calendrier, comme la journaliste et chroniqueuse Eden,
qui présentent souvent nos événements Oui. et d'autres. Donc en fait, on va essayer d'aller réveiller tout le monde, même Frédéric de la Chapelle qui est dans son château loin de Paris. Et Sur un parce que thème toujours toujours black autour and de white, l'éducation. Absolument. Mais enfin, on verra, parce que, oui. comme on dit, on est en brainstorming pour voir. L'idée, c'est de faire appel à des sportifs de haut niveau, qu'ils soient encore comment dirais-je, en cours de carrière ou à la retraite, et faire quelque chose, comme on a un année olympique, faire quelque chose autour du sport et de la mode, etc. Parce que c'est toujours autour de la mode. Les précédents calendriers, c'était des créateurs, des personnalités, ça leur permettait d'avoir une photographes, visibilité et d'être contributeurs aussi. Exactement. Par ailleurs, vous avez une très belle tenue. Merci. C'est créateur, je pense. Voilà, c'est un jeune créateur hyper talentueux qui s'appelle Sean Kaidji, et qui m'a fait le plaisir de m'habiller, qui me fait souvent le plaisir de m'habiller lors d'occasions comme celle-ci. Je lui ai dit que je devais être reçu pour une interview, et il m'a dit si tu le veux bien, j'aimerais t'habiller. J'ai accepté avec plaisir. Et ça, c'est des tenues qui sont, en tout cas, que j'aime bien mettre, même. Oui. C'est de quel pays? Il est du Congo, je crois. Du Congo, ouais, d'accord. Voilà. Il est du Congo, et il a ils ont un showroom dans le 18e, près de, c'est la continuation de la rue de Championnet, je crois. J'ai oublié exactement l'adresse, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent José et Sam, c'est l'ancien showroom de José et Sam, qui est un très grand créateur, congolais lui aussi, et qui est désormais installé à Kinshasa. D'accord. Ouais. C'est bien de pouvoir composer et puis de mettre en avant voilà, justement. Des marques. Par rapport à vos projets de développement au niveau de Bridge de Gap, dernièrement, vous avez mis quelles actions en place au niveau de l'illettrisme? Bon, alors, l'illettrisme, il faut déjà en parler. L'illettrisme en France est un fléau reconnu, et qui a d'ailleurs été grande cause nationale en 2013, qui touche à peu près 7% de la population. Et j'exclus les migrants, naturellement. J'exclus les migrants. Et il est important de distinguer aussi ce que c'est que l'illettrisme par rapport à l'analphabétisme. L'analphabétisme, c'est un analphabète, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Alors qu'un illettré, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, mais qui en est sorti sans avoir les rudiments élémentaires de lecture, d'écriture, de calcul, etc. Donc, pour combattre ce fléau, c'est des cours d'alphabétisation, aussi simple que ça. Et en France, de toute façon, c'est un problème qui est pris en main par beaucoup d'associations. Il y a d'ailleurs des journées organisées pour les journées de lutte contre l'illettrisme. Il y a même un organisme, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, le problème est pris à bras le corps, mais je veux dire, le réseau associatif qui s'intéresse à ces problématiques est assez important, mais le problème est encore vraiment, voilà, il y a encore beaucoup à faire pour y parvenir. Pour ce qui nous concerne, depuis plusieurs années, nous organisons des ateliers d'alphabétisation pour les illettrés, mais également pour des migrants qui ne seraient pas de culture francophone. Parce que en France, on a des personnes qui peuvent être instruites, mais qui souvent ne parlent pas la langue. Donc en fait, ça permet de toucher un public qui finalement est assez large. Les illettrés, mais aussi des gens qui tout simplement ont besoin de juste apprendre la langue française. En fait, lutter contre l'illettrisme, c'est organiser des cours de langue française, en tout cas pour ce qui concerne la France. Cours d'écriture, cours de lecture, et cours de calcul, aussi simple que ça. Très important pour l'intégration, voilà. On en parle beaucoup aujourd'hui. Exactement. Et ça, on a commencé à le faire depuis longtemps. On a à côté de ça, depuis juste avant le Covid, on avait mis en place un programme que nous avons appelé les caravanes numériques. Les caravanes numériques, aujourd'hui, vous pouvez avoir fait le constat que la moindre démarche nécessite d'aller le faire sur Internet.
c'est-à-dire payer ses impôts, renouveler sa carte sûr, ou son passeport, etc. Le problème qui se pose, c'est que, d'accord, c'est très bien pour les gens qui vivent dans les centres urbains. Les gens qui vivent en zone rurale, ou des personnes du troisième âge, qui n'ont pas la culture d'Internet, etc., ils ont un problème. C'est que beaucoup d'entre eux ne savent pas utiliser. Il faut les former. Il faut les former. Ouais. En tout cas, il faut les initier pour qu'ils puissent avoir un minimum de connaissances pour pouvoir faire leur démarche tout seul ou leur recherche tout seul sur Internet. Vous aider à l'autonomie. Donc on organise, voilà, on est dans l'autonomie. C'est exactement ça. On est dans l'autonomie numérique. Et donc, les caravanes numériques consistent à recruter des bénévoles qui acceptent sur une journée avec naturellement le partenariat de mairie rurale, d'organiser sur une journée un cours d'initiation à l'utilisation d'un ordinateur et comment surfer sur Internet. Aussi simple que ça, en fait. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la France. En Afrique, on va dire c'est beaucoup parce que les problèmes liés à l'éducation, les problématiques liées à l'éducation sont quand même, on va dire, plus importants. Parce que tout ça est aussi lié quand même au développement du pays. Donc aujourd'hui, en Afrique, on a accès, surtout à partir de maintenant, on a accès pour ne pas s'éparpiller, on a accès nos actions sur 2 programmes majeurs. Le premier, c'est un programme de mentoring qui permet à des mentors, des parrains et marraines, de prendre en charge la scolarité d'enfants de familles précaires en Afrique. Essentiellement en zone rurale ou dans les zones urbaines défavorisées. D'accord. Dans quel pays? Non, on n'a pas de pays circonscrit, comme je te le disais. C'est-à-dire que là, pour l'instant, par exemple, vous pouvez choisir d'avoir un enfant au Sénégal, un autre au Congo et un autre au Cameroun. Ou voilà, par exemple, là, on a une entreprise qui est une maison de champagne qui souhaite avoir à peu près une vingtaine de filleuls pour cette première année. Naturellement, ce sera à eux de choisir. Ça peut être dans 5 pays différents, ça peut être dans un seul pays. Peut-être que pour un meilleur contrôle ou un meilleur suivi, ils peuvent choisir de le faire pendant la première année dans un seul pays. Mais l'idée, c'est vraiment bridge de gap. Quand on dit bridge de gap, c'est combler les fossés, c'est en même temps faire les choses de manière très transversale. L'idée, c'est de ne jamais être dans la circonscription, de se dire ça se limite à tel endroit. On ouvre et après on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je vous ai parlé tout à l'heure du Mali, mais il y a le Burkina Faso, par exemple. Donc, en fait, vous pouvez très librement dire, faites-moi une liste d'enfants au Burkina, au Cameroun, etc., parce qu'en fait, il faut les choisir. Il y a un dossier pour chaque enfant, avec une photo, avec la situation familiale de l'enfant, la classe, l'âge, etc. Et vous choisissez en fonction de critères qui vous sont propres. Et vous décidez. Donc, voilà. Donc après, vous êtes parrain pour une année pour l'éducation. Oui, renouvelable si vous le souhaitez. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un enfant qui est au CE1 ou CP et décider de l'accompagner jusqu'à la terminale. Ou alors de vous engager sur 1 an ou sur 5 ans. Ça dépend de vous, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté. Il y a 4 implications. Il y a l'école qui est impliquée, il y a les parents de l'enfant qui sont impliqués, il y a Bridge de Gap qui supervise, et il y a le parrain. Donc on signe un contrat d'engagement qui est valable 1 an, et reconductible de manière tacite. C'est-à-dire que si on souhaite arrêter, il suffit de faire un courrier, un mail, pour dire, bon, ok, cette année je vais arrêter, je vais peut-être recommencer, mais j'arrête. Alors, si il n'y a pas de notification dans ce sens-là, on suppose que ça veut dire que vous continuez. Et donc le lien est établi de manière permanente entre l'enfant, donc le menti, et le mentor. De telle manière que les mentors qui le souhaitent puissent suivre l'évolution de l'enfant. Bridge de Gap étant toujours, d'ailleurs, naturellement, dans le rôle du superviseur qui donne des nouvelles aux uns et aux autres. Vous faites le relais, l'accompagnement. Exactement. Pour un budget de combien? Pour un budget de 25 € par mois. Oui, donc ce qui est 300 € par an, ce qui ne représente rien, parce qu'en plus de ça, il est très important de préciser que, en France, la loi fiscale est telle que, quand on fait un don pour une action caritative,
et qu'on paye des impôts, on a une réduction qui est équivalente à 60% du montant du don consacré. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui choisit d'avoir un filleul et qui paye 300 € chaque année, en réalité n'en paye que 100, puisqu'il y a 200 € environ qui sont déduits de son impôt sur le revenu. C'est pareil pour les entreprises. Donc, nous, voilà, à nous de trouver des arguments pour convaincre les gens que non seulement on paye pas grand-chose, enfin, je veux dire, pour très peu, on peut vraiment sauver des enfants, mais en même temps, sur le plan personnel, je pense que tout le monde est content de savoir que, grâce à soi, il y a un enfant qui, voilà, qui s'est émancipé. Oui, c'est une action concrète. Voilà, exactement. Donc vous faites le suivi. Qui est le suivi, et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que le parrain ne se suit, voilà. Le parrain ou la marraine ne se contente pas de donner. Enfin, ça, s'ils souhaitent ne faire que ça, nous, on est le relais pour justement s'assurer que tout se passe bien, que l'argent destiné, parce que l'argent qui est destiné n'est pas destiné à Bridge de Gap, il est destiné à l'école directement. Donc le parrain envoie directement l'argent pour la scolarité de l'enfant à l'école dans laquelle il va. Et ensuite, pour avoir un suivi, etc., nous sommes tous impliqués. L'école a l'obligation de donner des informations à Bridge de Gap et aux parrains, et ainsi de suite. Et les parrains sont libres à tout moment de prendre des nouvelles de l'évolution des enfants, etc. Est-ce qu'il y a des parrains, marraines qui ont souhaité ou qui sont peut-être allés se rendre sur place dans les écoles, visiter? On aimerait, ça arrive. Oui, parce que, voilà, l'idée, justement, en fait, c'est que notre souhait, nous, c'est que les parrains et les marraines, les mentors, de manière générale, s'impliquent au maximum et accompagnent les enfants le plus longtemps possible. Parce que, le lien. Voilà, exactement, créer un vrai lien. Créer un vrai lien. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste des gens qui donnent de l'argent et qui, après, sont contents d'avoir donné de l'argent et qui ne regardent pas, qui n'essayent pas de savoir ce que devient l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est de créer un lien humain. De créer un lien humain. Et je pense que tout le monde, d'ailleurs, quand on a déjà le réflexe de dire, on va quand même prendre de son argent, 300 €, même si on sait qu'il y a 200 qui nous seront retrocédés de manière indirecte, même 100 €, même quand c'est 1 €, les prendre plutôt que voilà de se faire un resto, je pense qu'on a envie de savoir ce que c'est devenu, ce que l'enfant qui en a profité est devenu. Finalement, c'est de l'éducation pour un an. Exactement. Pour une somme qui reste accessible. Voilà, exactement. Et au niveau, aujourd'hui, vous avez besoin Et le deuxième programme, oui. Parce que là, je parlais du programme de mentoring. Le deuxième programme, c'est de familiariser l'outil informatique dans les zones rurales. Pourquoi? Parce que le problème se pose déjà en France. Alors, combien de fois dans des pays qui sont moins développés que la France? Il y a des collèges et des lycées dans les villages, dans les zones retirées, dans les villages, etc. Le problème qui se pose, c'est que le jeune, le lycéen, qui est à Yaoundé, à Kinshasa, à Kigali, à Dakar, à Abidjan, a accès à un ordinateur facilement, avec très peu d'argent. Avec moins de 50 centimes, il a 1 heure sur un ordinateur. Donc eux ne sont pas dans notre cible. Notre cible, c'est le jeune qui va dans une école rurale, dans un lycée de zone rurale, et qui n'a pas accès à un ordinateur. Qui, d'ailleurs, dans certains cas, n'a jamais vu un ordinateur. Il se trouve que certains vont jusqu'au bac, ont le bac, et rentrent à l'université sans avoir jamais eu l'occasion d'utiliser un ordinateur, ce qui est rédhibitoire aujourd'hui, avec l'évolution du monde. Numérique, donc l'idée c'est, on n'y parviendra pas tout seul, mais nous, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice. Comme le colibri, on vient verser notre petite goutte d'eau sur l'incendie. C'est-à-dire qu'on veut, cette année, pour 2024-2025, créer à peu près une vingtaine de centres numériques qui, au sein des écoles, mais qui profiteraient non seulement aux élèves de l'école, mais également à l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, sur une commune que je connais bien, c'est la commune de Ngorma-Poubi, avec 7 lycées de zone rurale, l'idée c'est de créer un centre numérique qui profite à tous les jeunes des 7 lycées. Plus d'autres
qui seraient peut-être tout simplement des gens qui sont des agriculteurs, des jeunes qui sont des agriculteurs et qui voudraient quand même se familiariser à l'utilisation de l'outil informatique. Donc, le problème d'électronisme, pour utiliser le mot consacré, se pose encore plus en Afrique, et surtout dans les zones rurales. Et c'est ça que nous voulons attaquer comme problématique de manière vraiment majeure. Oui. Donc aujourd'hui, vous recherchez des dons. Vous avez besoin d'aide au niveau de l'association, oui. Que ce soit de l'aide financière, de collaboration. Oui. Qu'est-ce qui est mis en place et bon, alors, pour y parvenir, tout à l'heure, j'ai parlé des deux programmes majeurs, mais on a un autre programme qui s'appelle le programme d'émission d'enseignement. C'est en fait des enseignants à la retraite ici qui acceptent de devenir bénévoles, d'aller dans un village africain pour 3 mois, 6 mois, 1 an, qui sont hébergés chez l'habitant et qui sont là-bas pour accompagner justement nos programmes. Là, en l'occurrence, je parlais tout à l'heure, par exemple, du programme de centre numérique, d'être là pour superviser, par exemple, un centre numérique, etc. Alors, pour répondre à ta question où tu me demandais ce qu'on collecte, etc., on a besoin pour créer un centre numérique de quoi? C'est de collecter des ordinateurs. De manière générale, les ordinateurs, qu'ils soient neufs ou d'occasion, font l'affaire. Donc, par exemple, celui qui est en cours de construction, qui est dans une école dans la périphérie de Yaoundé, une petite commune qui s'appelle Ifoulane, il faut à peu près 15 ordinateurs. Parce que la salle qui nous a d'ailleurs été finalement mise à disposition au sein de l'école, permet de mettre 15 postes d'ordinateurs. Et donc, il faut donc collecter 15 ordinateurs, ensuite installer, faire les installations nécessaires pour avoir une connexion Internet et avoir quelqu'un sur place qui supervise l'utilisation de cette salle. Parce que l'idée, c'est que c'est une école primaire. L'idée, c'est que les enfants, les écoliers de cette école en profitent, mais également tous les jeunes qui sont dans l'environnement. Voilà. Donc, en fait, en résumé, on a besoin de quoi? Nous avons besoin d'ordinateurs neufs ou d'occasion. Nous avons besoin d'argent, parce que une fois qu'on les a collectés, il y a besoin d'argent naturellement pour les envoyer sur place. Et pour aménager les salles, acheter les postes, enfin je veux dire, confectionner voilà, les bureaux, installer Internet, etc. Donc il y a besoin d'argent. Mais c'est d'abord même d'outils informatiques, qu'ils soient ordinateurs ou tablettes, électroniques, etc. Ensuite, les enseignants. Avoir au moins un enseignant pour chaque centre numérique. Ça, c'est pour ce qui concerne justement ce programme-là, qui est accompagné par un autre programme, donc, comme je disais, de mission d'enseignement. Bien sûr. Alors, au-delà de tout ce que vous avez déjà mis en place et de ce que vous mettez en place, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus pour cette année? Alors, nous avons une marraine, Ramayad, qui nous a mis en contact avec la Fondation King, qui a un projet aujourd'hui de célébrer le centenaire du docteur Martin Luther King II sur 5 ans, c'est-à-dire de 2024 jusqu'en 2029, année pendant laquelle il y aura donc ce sera l'apothéose, les 100 ans. Donc, ils ont programmé une série d'événements aux États-Unis, mais seulement aux États-Unis. Alors nous, ce qu'on leur a proposé, c'est d'être leur relais pour organiser plein de choses en Afrique et en France autour du Dr King. Parce que naturellement, Dr King, c'est un patrimoine mondial. C'est pas quelqu'un qui appartient seulement aux États-Unis ou bien à la communauté noire américaine. Il appartient au monde. C'est un nom. C'est un nom. Un emblème, et il s'intéressait beaucoup à l'Afrique. Donc on a jugé qu'il fallait perpétuer son héritage même en Afrique. Il y a beaucoup de jeunes qui en entendent pas, qui en ont entendu parler peut-être dans un cours ou à la télé, etc., mais qui n'en savent pas beaucoup. Il était donc question justement il est question justement de mettre en place une collaboration, un partenariat pour nous, c'est pas désintéressé parce que ça nous permettrait aussi de travailler avec des pays anglo-saxons, africains,
puisque dans le programme, dans la note qu'on leur a faite et qu'on a proposé, ce qu'on a proposé, c'est d'impliquer dans ce programme de célébration des pays anglo-saxons et même lusophones, puisque là-dedans, on a le Ghana, on a l'Éthiopie, on a le Kenya, l'Afrique du Sud, en lusophone, on a l'Angola, et il y a le Nigeria, et puis il y a maintenant d'autres pays francophones. Donc en fait, on a sélectionné 20 pays, sachant que chaque année, on le fait sur, je crois, 4 pays chaque année sur 5 ans. Ou, oui, c'est ça, ou 5 pays chaque année sur 5 ans. Mais ça consiste en quoi? C'est des portes ouvertes, des journées portes ouvertes, c'est des programmes pour essayer de créer des écoles. Martin Luther King, initié par Brice de Gap, etc. Enfin, c'est un gros projet et ça nous permettrait d'internationaliser un petit peu plus notre action, de toucher encore plus de pays qu'on ne voudrait. Enfin, autant de pays, voilà, parce que notre ambition est vraiment grande, c'est d'être une vraie ONG qui embrasse, qui est représentée un peu partout. C'est ça. On trouve toutes ces informations-là sur votre site? Oui, bien sûr. Bon, sur les réseaux sociaux aussi, vous êtes très présent? On est présent, mais je pense qu'on en parlait dernièrement à une réunion. Je pense que il est temps de réorganiser pour que notre communication soit à la hauteur de nos ambitions. Pour l'instant, on communique même beaucoup, puisque on organise pas mal d'événements et qu'on fait, enfin, comme tout le monde, mais il faut encore plus structurer. On a un site internet qui est très bien fait, mais il va falloir l'actualiser un peu et le mettre à l'actualiser pour qu'il reflète les ambitions, c'est-à-dire notre planning sur les 5 années, par exemple, les 10 années à venir. Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre à court terme? 5 ans. Et ensuite à long terme, ainsi de suite. Donc, et puis finalement, entre le moment où le site a été fait et maintenant, par exemple, le conseil de parrainage a grossi, il a grandi, il y a d'autres membres qui sont arrivés. Pareil pour... L'organisation justement de Bridge de Gap, c'est combien de personnes aujourd'hui? Oh, alors, bonne question parce que... En France, peut-être? Oui, en France et partout, parce qu'on a des ambassadeurs, des référents dans les pays autres. Mais aujourd'hui, par exemple, on en a parlé. Peut-être que tout à l'heure, on parlera aussi d'où m'est venue l'idée de créer cette association. Il y a des membres, plein de membres. Je pourrais pas les compter. Mais il faut aujourd'hui arriver à faire le distinguo entre le membre plein, full member, et le membre observateur, probationary member, c'est-à-dire quelqu'un qui est membre et qui a peut-être pas le temps de s'impliquer dans la marche de l'association. Il n'en est pas moins membre, mais il faut finalement commencer à les distinguer. Parce que revendiquer, par exemple, sa qualité de membre dans certaines situations, c'est bien, mais il va falloir qu'on mette 2 strates, c'est-à-dire la strate du membre plein qui est complètement impliqué, et la strate du membre observateur qui est là, ou du sympathisant, membre sympathisant, qui est là, qui est membre, mais qui, bon, voilà, n'a pas, on va dire, les mêmes... Appétence non, pas ça, c'est-à-dire, je prends un exemple. Enfin, le temps. Oui, il n'a pas le temps, donc en fait, du coup, n'a pas la même légitimité, le même degré de légitimité que quelqu'un qui serait impliqué dans la marche de l'association tout le temps. Voilà. Donc on a envie de distinguer ça. C'était pour pouvoir répondre en disant que il y a beaucoup de membres, sauf que il y en a dedans qui sont dormants, d'autres qui apparaissent de temps en temps, d'autres qui sont là mais dilettantes, d'autres qui sont... Et puis il y a ceux qui sont... à peu près de combien de personnes? 100, 500? Non, oui, bien plus. Peut-être 500, oui. D'accord. Oui, 500 et plus. Mais avec, comme je disais, des strates, c'est-à-dire, on va dire ceux qui sont impliqués au quotidien, qui sont dans les réunions hebdomadaires. En fait. Voilà, on a un noyau dur qui est impliqué quotidiennement, qui est dans les réunions toutes les semaines, puisqu'on a un conf call chaque semaine pour faire le point de ce que nous faisons, de ce que nous devons faire, etc. Et puis à ceux qui sont là de temps en temps, qui quand ils peuvent, quand ils veulent, etc. Bon, c'est très bien parce que de toute façon, après, la force d'une organisation non gouvernementale, sa première force sont ses ressources humaines.
Donc il y a des gens qui viennent ponctuellement, mais très efficacement, et d'autres qui viennent ponctuellement, mais encore en observation, et d'autres qui sont vraiment très impliqués, qui s'approprient l'organisation et qui, me mettent une pression énorme pour qu'on avance. Et ça, voilà, il faut savoir faire le distinguo entre celui-là et celui qui est le sympathisant qui apparaît de temps en temps. Ouais. Très bien. Alors, comment vous est venue l'idée de créer Bridge the Gap? Alors, Bridge the Gap vient d'une expérience associative pendant que j'étais étudiant. D'accord. Quand je suis rentré à la fac. Oui, ça remonte à longtemps. Quand je suis rentré à la fac, en 84, ça fait 40 ans, je suis devenu membre d'une organisation qui est très connue. C'est la plus grande association d'étudiants au monde. Ça s'appelle l'AESEC, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Elle existe dans plus de 140 pays. Et j'étais très impliqué, d'ailleurs, j'étais très impliqué au point de prendre même une année sabbatique, à l'époque, pour l'AESEC. Parce qu'il y a cette possibilité. Il y a certaines missions qui commandent qu'on accepte de prendre une année sabbatique pour travailler exclusivement pour l'AESEC. Moi, je l'ai accepté. Et j'ai accepté donc une mission pour aller installer un comité national au Bénin, à Cotonou. Et donc, quand on y va, on est étudiant. En fait, j'étais en deuxième année, il fallait donc arrêter pour aller faire ça, et puis une fois que la mission finie, recommencer mes études. Donc, ça a été quelque chose de très formateur. Et j'ai été vice-président en charge d'un programme qui s'appelait l'ITEP. L'ITEP, c'est le siège de l'AESEC, c'est à Bruxelles. C'est International Traineeship Exchange Program. C'est un programme d'échange de stagiaires. C'est l'ancêtre de, comment on appelle, Erasmus. Il y a un programme étudiant qui permet des échanges, voilà, etc. Donc, l'AESEC a été créé en 1948, à l'issue de la guerre mondiale. L'idée de 5 jeunes étudiants provenant de 5 pays, c'était de créer quelque chose qui permettrait aux étudiants de se rencontrer annuellement, d'échanger, etc. En vue c'était dans la même foulée que la création de la Société des Nations, des Nations Unies, etc. Mais, voilà, en fait, un peu comme les Nations Unies d'étudiants. Créé en 48, et qui a grandi, qui existe aujourd'hui, c'était 5 pays au départ, et qui existe aujourd'hui dans plus de 140 pays. Donc c'était une très très belle expérience. J'ai fait 4 années dans l'AESEC, j'ai beaucoup appris. Et le but de l'AESEC, c'était justement, indépendamment de cette recherche qui permettait de contribuer à la compréhension internationale, de faire en sorte que les étudiants qui n'arrive plus jamais de Troisième Guerre mondiale, c'était de faire en sorte de favoriser un rapprochement entre des gens qui viennent de partout. Donc du coup, Bridge the Gap n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du ciel, ça vient un peu de cette expérience. Ou dans les congrès mondiaux, ou les President Meetings, tout ça là, on rencontrait des étudiants venant de plus de 100 pays. Et sachant que, comme on avait le même objectif, finalement, on n'avait pas l'impression d'être différent. J'avais pas l'impression d'être différent d'un Coréen, d'un Allemand, etc. Voilà. Et moi, je m'occupais donc pendant longtemps d'un programme qui s'appelait, comme je t'ai dit, l'ITEP, qui consistait en quoi? C'est-à-dire que moi, j'étais à l'université à Yaoundé. Il consistait à trouver des stages au Cameroun pour des étudiants provenant d'autres pays. Mais j'étais assisté par ordinateur, donc en fait, l'entreprise disait, OK, j'accepte un stage. Je veux un master en marketing, 24 ans, asiatique. Il dressait un profil d'étudiants qu'il voulait au sein de son entreprise. Si j'en trouvais 40, ça voulait dire qu'on pouvait envoyer 40 étudiants aussi. Nous, on recevait 40 étudiants pour les stages et on pouvait envoyer 40 étudiants camerounais. C'était un échange. Dispersés dans plusieurs pays. Donc, un étudiant camerounais pouvait trouver un stage au Kenya, au Japon, en Allemagne, etc. Donc, c'était très, très intéressant. Et c'était hyper formateur. Et on disait souvent que
travailler au sein de l'AESEC nous permettait de nous rapprocher encore plus du monde du travail. Puisqu'on dit souvent que quand on finit les études, on est encore très loin de la réalité du monde du travail. C'est pour ça que les stages et tout ça, aujourd'hui, on parle qu'on appelle, il y a des mots, quand on fait des études et qu'on travaille en même temps en entreprise, en alternance, oui, voilà. sûr. Tout ça a été mis en place justement parce qu'en fait, finalement, quand on finit des études, on n'est pas encore prêt pour travailler. Encore faut-il que justement il y ait cette période de formation, etc. Et nous, on faisait déjà ça à l'époque. Donc on disait que l'AESEC permet justement de réduire le gap qu'il y a entre le monde du travail et le monde étudiant. Ça a été une expérience et un fil conducteur pour créer Bridge the Gap, finalement, qui vous sert encore aujourd'hui. Absolument. Et quand on finit, parce qu'on n'a pas le droit de rester membre une fois on n'est plus étudiant. En revanche, on peut être membre de ce qu'on appelle Alumni Association, AESEC Alumni Association, c'est-à-dire les anciens membres des comités exécutifs dispersés par le monde. Et puis, en plus de ça, il y a une certaine solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Si j'arrive au Chili, je suis en train d'aller au Brésil, et j'ai un avion qui... des perturbations de vol, etc., je me retrouve au Chili, où je connais personne. J'appelle l'AESEC, je dis membre du comité directeur de l'AESEC Cameroun en 1986, on m'accueille tout de suite, on m'héberge, on s'occupe de moi. Vous pouvez avoir un relais. Voilà, c'est intéressant. Il y a une solidarité à l'AESEC. Donc vous avez mis en place cette solidarité au sein de Bridge the Gap. Exactement. Et quel est le prochain événement? Le prochain événement, enfin on en a plein, puisque l'événement, c'est notre principal levier de communication. Donc on en organise pas mal. Maintenant, après, naturellement, en fonction des dimensions qui sont diverses. On a plusieurs événements sur l'année, mais on a un meet-up en octobre, on a un voyage d'immersion en octobre, le 8 jours au Sénégal, on a le gala annuel le 15 novembre, on a l'inauguration du centre numérique d'Ifoulan, on n'a pas encore une date précise, on a un mini-salon en août, en mars, autour de la femme, un mini-salon. On a, bon là, je te parle là de projets majeurs auxquels je pense là tout de suite, mais parce que le programme est vraiment dense. Un programme que vous n'avez pas forcément là sous les yeux. Voilà, on a une garden party qui sera autour des royautés africaines en mai prochain, et puis on a un festival qui est encore, on va dire, c'est encore un laboratoire. Je préfère ne pas en dire plus pour l'instant, mais l'idée c'est de faire de nombreux projets pour fédérer. Voilà. L'idée étant toujours de fédérer un maximum de monde autour. Et aussi récupérer des dons de donateurs des membres, pour développer des compétences. Oui, parce que je parlais tout à l'heure de ce qu'on on va collecter comme dons. C'est des dons financiers, des dons matériels, des dons d'ordinateur, mais aussi des dons en compétences. Et les entreprises peuvent faire des dons de compétences. Vous avez aussi le gala annuel. Gala annuel, chaque année. Le dernier, c'était au pavillon. Le précédent, c'était au pavillon Dauphine, et le prochain aura lieu au pavillon Dauphine également, voilà, donc là, le 15 novembre. Il y a la possibilité de prendre des tables, c'est ça? Oui, bien sûr. Des tables pour des entreprises. Absolument. Voilà, qui voudraient aussi bénéficier d'une réduction d'impôts. Toujours, tout ce qu'on consacre en général pour une action quelle qu'elle soit, pour nous on est estampillé, vérifié, etc., comme on dit dans le milieu associatif, c'est-à-dire que nous sommes autorisés à délivrer les reçus fiscaux. Ça veut dire que chaque fois que c'est demandé, on délivre un reçu fiscal qui peut ensuite être qu'on peut faire valoir justement au moment de la déclaration d'impôt. Oui, voilà, justement. Donc il y a la partie dîner de gala où vous vendez des tables. Oui. Et après il y a des ventes aux enchères d'objets. Oui. Alors c'est bien de me poser cette question parce que les gens confondent souvent la participation aux frais et les dons. Les dons, c'est un autre aspect. Quand on dit, quand on est au pavillon Dauphine, ça coûte ce que ça coûte, ça vaut ce que ça vaut. Justement, pourquoi le pavillon Dauphine? Le pavillon Dauphine, ou autre d'ailleurs, puisque Précathlon ou Shangri-La, etc., on m'a souvent posé la question, et pourquoi ce positionnement prestige? Je dis, mettre dans la même phrase
prestige et caritatif, c'est pas un oxymore, c'est pas contradictoire. Je veux dire, d'ailleurs, ça dépend de son positionnement, de qui on recherche comme interlocuteur. En ce qui nous concerne, nous avons pensé que ce n'est pas... on est dans un monde aujourd'hui où les gens ont beaucoup de difficultés. Et on ne peut pas demander à ceux qui ont des difficultés de nous aider à atteindre nos objectifs. Il faut aller chercher ceux qui ont les moyens. Voilà. Et ceux qui ont les moyens, je pense, pour être réaliste, que c'est difficile d'attirer certaines personnes ou certaines personnalités dans des lieux qui ne soient pas ceux-là. Donc la preuve, c'est que je pense que ils viennent volontiers parce que c'est des cadres qui leur sont familiers, qui leur sont voilà, qui leur semblent commodes, et ils viennent volontiers pour justement parler d'aide aux gens qui sont dans la précarité, qui ont besoin qu'on leur tende la main. Et donc voilà. Alors ça a un coût. Ça a un coût. Naturellement, quand on dit, par exemple, que la participation aux frais par place peut être 300 € ou 400 € ou même plus. Et alors, moi, je pense que ceux qui font les mêmes événements dans le même endroit, on les paye 4 fois plus cher que nous. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est que, c'est bien que j'explique ça parce que souvent, il y a une confusion. Quand on dit, je prends un exemple comme ça, bon, ok, la participation aux frais serait de 300 €. Ce n'est pas de la collecte. Bien sûr. Et il n'y a rien à collecter là-dedans parce qu'en fait, c'est le coût moyen par personne. C'est-à-dire ce que nous coûte. Voilà. La location de la salle, voilà. certainement un chef ou un très bon traiteur. Oui, ce qui nous coûte la place. Ce que nous coûte la place, c'est ça que nous demandons comme participation aux frais. C'est-à-dire que quand on dit 300 €, c'est parce que la place nous coûte 300 €. Maintenant, une fois que les gens ont payé leurs 300 € pour venir à un événement de Bridge de Gap, à un gala annuel par exemple, libre à eux de dire je vais faire un don, je vais faire un don. Ils peuvent donner à ce moment-là quelque chose de matériel, ils peuvent faire un chèque, voilà. C'est libre à eux de faire ce jour-là ou après. Mais pour nous, c'est toujours une bonne chose, même quand les gens viennent, qu'ils ont juste payé leurs frais de participation, mais qu'ils n'ont pas fait de dons autres, pour nous, c'est toujours une très bonne chose. Parce que comme je l'ai dit, c'est fédérer du monde. C'est faire connaître savoir de la visibilité, c'est du don en temps, du don matériel et du don financier. Voilà, l'entraide, c'est très important. Tous les dons sont les bienvenus. Voilà, tous les dons sont les bienvenus. Eh bien, merci Alain. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous avons reçu Alain de Bridge de Gap, Alain Moulaine, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur son site internet. Merci et rendez-vous pour une prochaine émission.